Combien coûte un chiot ? Si demain tu veux acheter un chien et qu'on t'annonce un tarif qui peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, comment savoir si le prix est cohérent ou si on est en train d'abuser de toi ? Pour comprendre dans quoi on investit vraiment, pas seulement en termes d'amour ou d'émotion, mais surtout en termes d'argent, on va parler sans détour de ce qui fait réellement la valeur d'un chiot. It's getting a bit chilly. Can you pass me my jacket? Yo, what you doing? Yep. But it's summertime. Junior, il fait froid en Belgique. Yeah, it's gonna be cold in a few minutes, but you know, woman. Alors, première question. Combien coûte un chiot ? À partir de quel prix peut-on dire que c'est une arnaque ? Non, il n'y a pas de prix officiel qui permettrait de dire qu'un chiot vendu à 1 500 euros, c'est honnête, mais qu'un chiot vendu à 3 000 euros serait automatiquement une arnaque. Et ça vaut pour toutes les races. Ce qu'on peut observer, c'est surtout des tendances. On voit que les chiens de type pitbull sans pédigré sont généralement proposés dans une certaine fourchette de prix, tandis que les American Pitbull Terrier de pure race peuvent être vendus à d'autres prix. Mais le prix qu'un vendeur peut donner ne permet pas de juger. Il faut surtout se demander ce qui se trouve derrière ce prix. Bien justement, qu'est-ce qui peut justifier qu'un éleveur demande 1 000, 3 000, 5 000 euros pour un chiot ? Déjà, les gens ne visualisent pas vraiment les milliers d'euros que l'éleveur peut mettre dans son projet avant même de chercher à amortir ses dépenses via le prix de la vente des chiots. Mais à la limite, ça on peut en parler après. Il y a d'abord le pédigré et l'intérêt génétique du mariage. Il y a ensuite les qualités réelles des parents, leur santé, leur morphologie, leur tempérament et leur capacité dans le travail ou dans le sport. Il faut aussi regarder tout l'investissement financier engagé par l'éleveur, parfois avant même de savoir s'il obtiendra une portée. Et il y a encore la qualité du travail réalisé avec les chiens, la transparence de l'éleveur, sa réputation et le suivi qu'il propose. Évidemment, il y a une réalité incontournable et elle s'appelle l'offre et la demande. Mais le pedigree, c'est juste un papier, non ? Non. Moi, j'ai un bichon, mais je t'avoue que j'ai pas de pedigree. Non. Un pédigré, oui, c'est un document, mais ce document, il représente surtout un héritage génétique identifié qui permet de savoir de quel chien descend ton chiot. Pour quelqu'un qui veut juste avoir un chien et qui n'a aucun intérêt particulier pour la race, cela peut sembler secondaire, bien sûr. Mais pour un passionné, le pédigré raconte une histoire. Il lui permet d'étudier les ascendants, de retrouver certains producteurs ou lignées de sang et de faire des choix réfléchis pour ses sélections futures et ses breedings. Après, ça ne veut pas dire qu'un pédigré rend automatiquement un chien exceptionnel. Un mauvais chien peut avoir un pédigré, comme un chien sans papier peut avoir des qualités parfois supérieures à celles d'un chien avec un pédigré. Mais le pédigré apporte une traçabilité. Il permet de ne pas parler uniquement sur des apparences ou sur des suppositions. Et puis, je suppose que toutes les races ne conviennent pas à tous les propriétaires. Donc, sans être passionné, c'est quand même important de se renseigner. Du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder chez les parents de notre futur chiot ? Il faut regarder les chiens eux-mêmes et se renseigner sur ce qu'on sait des générations derrière. Un reproducteur, un père, peut être issu d'une lignée de sang brillante. Il peut avoir un pédigré intéressant, mais ne rien démontrer de remarquable lui-même. À l'inverse, un autre chien géniteur peut avoir une morphologie exceptionnelle, un excellent caractère, de grandes capacités physiques et ou de très bons résultats dans le travail. La valeur d'un mariage, elle peut augmenter lorsque les parents possèdent des qualités recherchées et surtout vérifiables. Ces qualités, elles peuvent se constater en termes de santé, d'endurance, de puissance, de vitesse, de stabilité mentale, de morphologie par rapport aux standards, de drive, la motivation instinctive au travail, ou encore les résultats dans certaines compétitions, de beauté, en expo, de travail ou de sport. Tout dépend de ce que la personne recherche. Après, un éleveur de chiens de beauté et d'expo, il ne va pas sélectionner exactement de la même manière qu'un éleveur de chiens sportifs, de chiens de chasse, ou de sauvetage ou de garde. La valeur d'un chien dépend donc de la qualité de ses compétences et de l'usage recherché. Donc il y a vraiment plusieurs choses à observer. Tu parlais d'investissement au début. De combien d'argent est-ce qu'on parle ? On parle parfois de milliers d'euros dépensés avant même de savoir si la femelle sera gestante. Dans mon cas, j'ai voyagé dans plusieurs pays et villes pour voir des reproducteurs dans la vraie vie.
Ce sont déjà de nombreuses dépenses en termes de carburant, de péage, de séjour, etc. J'ai ensuite payé l'importation du mâle que j'ai choisi grâce à l'accord de l'éleveuse. Tu peux compter entre 500 et 1000 euros si tu l'importes d'Europe ou jusqu'à 3000 euros pour un chien importé d'Amérique ou du Canada. Il y a le prix de la saillie, compte 1500 euros pour un mâle d'élevage, parfois moins, parfois plus. Les tests de santé de ma femelle, plusieurs dosages de progestérone pour le suivi des chaleurs et les inséminations artificielles qui peuvent avoir lieu ou pas en fonction de plein d'autres détails. Une fois que la chienne est prise, si tu es consciencieux dans ton travail, tu dois réaliser le suivi de gestation, donc l'échographie, la radiographie, la caisse de mise bas, la lampe chauffante, le parc à chaud et tout le matériel d'intervention en cas de problème. Et le pire, c'est que cet argent est dépensé sans aucune garantie de résultat. La femelle, elle peut rester vide. Elle peut avoir seulement 2 chiots. Il peut y avoir des chiots mort-nés ou des complications pendant la mise bas. Et il faut prévoir le budget. Une césarienne en intervention d'urgence, ça coûte entre 800 et 1500 euros en Belgique et en France. Dans mon cas, j'ai même dû faire intervenir un vétérinaire en urgence un dimanche parce que le 10e chiot de Sacha était bloqué dans le col. Alors c'est sûr que celui qui fait des chiots sans se soucier de tout ça, il ne peut pas réaliser ce que ça coûte de s'investir sérieusement dans un projet pareil. Oui, c'est clair que ça fait déjà une fameuse somme à dépenser. Une fois les chiots nés, le plus gros des dépenses est derrière toi, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Pas forcément. Une fois les chiots présents, les dépenses deviennent différentes. Il faut chauffer la pièce, nettoyer, laver quotidiennement les couvertures. Si tu as des chiots qui se nourrissent mal, il faut leur donner à boire, à manger au biberon, donc acheter du lait maternisé et les accessoires qui vont avec. Ensuite arrive le sevrage. Dans mon cas, j'avais nourri mes chiots au barf. C'est pas une obligation, mais à partir du moment où j'investis dans une nourriture particulièrement qualitative, je me donne le droit de me différencier des personnes qui ne le font pas au moment d'établir le prix des chiots, et pas seulement pour ça. C'est aussi pour les futurs propriétaires que ça va bénéficier. Plus les chiots grandissent, plus ils mangent. Donc quand tu as une portée entière, c'est comme si tu avais plusieurs adultes en plus à nourrir au quotidien. Il faut aussi payer leur primo-vaccination, leur rappel de vaccin, les vermifuges, les puces électroniques, les passeports européens et les éventuels certificats nécessaires lors des consultations. Les chiots destinés à l'étranger doivent parfois 3, même jusqu'à 6 mois pour les USA maintenant. Ça veut dire plusieurs semaines supplémentaires de nourriture, de soins, de nettoyage et donc de... Ok. Et pourquoi est-ce tellement plus compliqué de garder les chiots plus longtemps? Parce qu'un chiot qui prend de l'âge n'a plus rien à voir avec un nouveau-né. Avec un petit chiot de quelques semaines, il mange beaucoup plus, il est plus puissant, plus actif et commence à développer davantage son caractère. Les jeux deviennent aussi beaucoup plus virulents. Et si tu laisses constamment toute la portée ensemble, tu risques de remettre au propriétaire des chiots avec des griffures, des morsures ou des balafres importantes. Parfois, tu dois les séparer par groupe, par affinité ou même individuellement. À partir de là, tout se multiplie. Les espaces, les repas, les sorties, les nettoyages et les périodes de surveillance. Il faut également commencer à les préparer individuellement à leur future vie, en les socialisant à l'environnement, au bruit et à des choses diverses. Ça représente une énorme quantité de travail, mais le temps de travail de l'éleveur est rarement compté dans le prix. Il semble évident qu'il faut être passionné. Moi, personnellement, je ne pourrais pas en faire autant. Tu as une page Facebook avec 126 000 abonnés, 45 000 sur TikTok. Tu es aussi sur Instagram et YouTube. Est-ce que ta notoriété sur Internet te permet de vendre tes chiots plus cher? La notoriété seule ne rend pas un chiot meilleur ou plus cher. Le nombre d'abonnés, ça ne modifie pas sa génétique, sa santé ou son tempérament, son caractère. Mais le travail réalisé publiquement peut apporter de la valeur lorsqu'il permet aux gens de suivre ton parcours, de voir tes chiens travailler, d'observer leur évolution et de vérifier que tu ne viens pas d'apparaître uniquement pour leur vendre une portée. Dans mon cas, les gens peuvent voir mes chiens, mes méthodes, mes résultats, mes réussites et parfois mes erreurs depuis plusieurs années. Ça crée de la crédibilité, de la transparence et donc de la confiance. Un acheteur peut aussi savoir qu'après la vente, il pourra encore me retrouver, me poser des questions et suivre l'évolution de la ligne. Je pourrai toujours l'aider et c'est ce que je fais avec les personnes. Cette réputation ne doit jamais remplacer la qualité réelle du chien, mais elle peut rassurer et différencier un éleveur qui construit quelque chose dans le temps d'une personne qui vend simplement une portée sans aucun suivi et sans rien démontrer.
Pour ma part, je trouverais ces informations rassurantes si je voulais acheter un chiot. Ça, c'est sûr. Que penses-tu des personnes qui rigolent ou critiquent immédiatement lorsqu'elles voient un chiot vendu trop cher selon eux? Moi, je pense souvent qu'elles jugent avec les seules informations qu'elles possèdent. Elles voient un chiot, elles ont une idée du prix convenable par race, et si tu es au-dessus, t'es un voleur. Elles imaginent parfois que l'éleveur a simplement laissé 2 chiots s'accoupler, attendu 8 semaines, puis encaissé plusieurs milliers d'euros. En fait, elles ne voient pas les années de préparation, les déplacements, la sélection, les tests, les risques, les complications et tout le travail réalisé avant et après la naissance. Après, ça ne veut pas dire qu'elles doivent accepter tous les prix qu'on leur propose sans réfléchir. Moi-même, je peux considérer que certains prix sont exagérés ou mal justifiés. Mais pour critiquer sérieusement un prix ou un vendeur, il faut d'abord comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Et d'ailleurs, j'espère justement qu'une vidéo comme celle-ci peut permettre à certaines personnes de grandir en connaissance et éventuellement de revoir leur jugement. On a beaucoup parlé du Pitbull Hulk aux États-Unis et de chiots vendus à des prix énormes. 15 000 à 60 000 $, et parfois plus. Comment est-ce possible d'en arriver là? Mais en fait, Hulk est un exemple parfait de la différence entre la valeur génétique, la valeur médiatique et la valeur commerciale. Il a été présenté comme un pitbull géant, et il est devenu extrêmement célèbre grâce à son apparence spectaculaire, à son poids, à sa communication et à l'image construite autour de lui. Personnellement, je ne le considère pas comme un véritable American Pitbull Terrier, représentatif de la race. Pour moi, c'est un chien avec des origines douteuses, on va dire ça. Il appartient davantage à un univers de chiens de type bully ou de molosse lourd, plutôt que du pitbull athlétique traditionnel. Mais après, cela n'a pas empêché sa notoriété de créer une demande énorme. Les gens ne payaient pas seulement un chiot, ils payaient l'accès au nom Hulk, à son image, à sa descendance et à tout le prestige, le prestige commercial construit autour de lui. C'est là que tu comprends que la valeur marchande n'est pas toujours directement proportionnelle à la qualité génétique ou fonctionnelle du chien. Elle dépend aussi de ce que le public désire. La seule chose positive que je puisse dire au sujet de Hulk et de ses maîtres, c'est qu'ils font un énorme travail, notamment de chiens de protection, et qu'ils semblent aimants. Leurs chiens sont leur vie. Mais bon, voilà, ça reste des types de chiens qui ne me correspondent absolument pas. Quels sont les chiens qui peuvent atteindre les prix de vente les plus importants? Il n'y a pas un classement fixe, parce que les modes et les marchés changent. Mais on retrouve souvent des chiens rares, certains mastifs, certains chiens importés, et certains types de bullies vendus comme des produits de prestige. Certains chiens très petits, très larges ou extrêmement typés peuvent atteindre des prix exorbitants. Parfois en raison d'une couleur rare comme le merle ou d'une apparence à la mode. C'est un marché que j'ai parfois du mal à comprendre, lorsque les caractéristiques recherchées finissent par limiter la mobilité, la respiration, la reproduction naturelle ou la santé générale du chien. Je ne dis pas que tous les bullies sont tous malades, mais de nombreuses dérives existent. Et le marché récompense parfois davantage l'extrême, l'hypertype visuel que la fonctionnalité. À côté de ça, je trouve que l'American Pitbull Terrier reste souvent vendu à un prix relativement raisonnable au regard de son haut potentiel. C'est un chien qui est athlétique, qui est endurant, qui est puissant, qui est intelligent, qui est super polyvalent. Enfin, il a plein de qualités que je ne cesse de reciter sans cesse. Ah ok, moi aussi je pensais que Hulk était un pitbull, mais je trouvais très particulier. La plupart des races sont issues d'une lignée de travail. Le pitbull faisait des combats entre chiens. Pourquoi est-ce que certaines personnes continuent à organiser des combats de chiens ? Moi, je ne vais pas parler à la place de ceux qui le font. Déjà, il y a des pays où c'est pas interdit. Donc, je pense qu'on est très loin de pouvoir s'imaginer à travers quel prisme ils considèrent le chien dans leur culture. En Belgique ou en France, on mange énormément de bœuf. Pourtant, en Inde, la vache, elle est sacrée. Certaines personnes vont aussi prétendre qu'elles entretiennent simplement l'histoire et les qualités de la race. Moi, je suis d'accord de respecter le travail des créateurs des différentes races plutôt que de s'approprier un nouveau futur à notre bon gré. Mais pour moi, préserver les qualités d'un chien ne signifie pas devoir reproduire toutes les utilisations historiques qui ont servi à le sélectionner. Un chien de troupeau doit pouvoir conserver ses aptitudes, un lévrier doit conserver son instinct de poursuite à vue, un chien de sauvetage ou de garde doit rester capable d'effectuer son travail, mais le combat de chien est le seul travail historique que j'estime devoir détourner.
Je veux conserver les qualités physiques et le mental du pitbull, sa détermination, son endurance, sa puissance, son courage, son goût à l'effort, sa ténacité. Mais je veux je veux les orienter vers les activités sportives sans mettre un autre animal en face pour être blessé. Je peux donc respecter l'héritage génétique sans entretenir la pratique qui faisait souffrir ces bêtes. Du coup, tu t'es tourné vers le sport, tu as fait beaucoup de compétitions. En as-tu gagné beaucoup avec tes chiens? Bah ouais, j'ai participé à des compétitions dans de nombreux pays et Oda et Sacha ont remporté de nombreux trophées contre de nombreux types de chiens en leur temps. Aujourd'hui, ils ont 9 ans passés. Sacha, elle est stérilisée et Oda peut encore reproduire pour les personnes qui veulent utiliser son sang pour des projets sérieux avant qu'il ne nous quitte malheureusement. C'est le cycle de la vie. Et on leur souhaite vraiment une longue vie en bonne santé. Après tout cela, qui décide réellement de la valeur d'un chiot? L'éleveur ou le public? L'éleveur commence par estimer la valeur de son travail et de sa portée. Il prend en compte son investissement, le pédigré, les qualités des parents, la cohérence du mariage, les résultats obtenus, sa réputation et la rareté de ce qu'il propose. Mais au final, le marché a toujours le dernier mot. Je peux estimer personnellement que mes chiots valent 5 000, 10 000 ou même 50 000 euros. Mais si personne n'est prêt à payer cette somme, mes chiots resteront à la maison. C'est pas l'objectif. Sur une portée de 10 chiots, c'est parce qu'on n'a pas envie d'en garder autant. Après, à l'inverse, si plusieurs personnes sont prêtes à payer davantage pour accéder à une lignée particulière, à un élevage reconnu ou à un chien rare, le prix peut naturellement augmenter. Et ça s'appelle l'offre et la demande. Mais le fait qu'un chien trouve un acheteur à un prix élevé ne signifie pas automatiquement qu'il est de grande qualité. Le prix de vente montre à quel prix l'éleveur estime pouvoir vendre décemment son chiot et ce que les gens sont prêts à payer selon lui. La légitimité du prix se juge ensuite sur ce que l'éleveur est réellement capable de présenter derrière ce montant. De quelle manière est-ce qu'il peut le justifier? Il faut pouvoir lui poser la question, mais il faut aussi pouvoir écouter son argumentation. C'est pour ça qu'un chiot vendu 1 000 euros peut être trop cher s'il n'y a rien derrière, tandis qu'un chiot vendu 3 000 euros peut être cohérent lorsque tu prends en compte tout ce que j'ai cité depuis le début de mes dires. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Un mot de la fin? Un mot de la fin, je dirais cultivons-nous, élevons-nous, n'ayons pas des réponses bêtes et des réactions disproportionnées, impulsives. Je le dis surtout pour les gens des réseaux ou les petites discussions en privé qui sont peu réfléchies. Essayons toujours d'en apprendre davantage, de comprendre les agissements des uns et des autres et d'aller toujours plus loin, mais toujours en tout cas dans la communauté du chien, toujours dans le bien-être animal et voilà. Merci, c'était super pertinent. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire à combien vous avez acheté votre chiot. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus. Yo, what's happening here? Can't you see the fire? Yo, what's happening here? They rise higher and higher. Yo, what's happening here? With strength and devotion. Yo, what's happening here? These dogs in motion.